Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Smart Sport, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Au sommaire, l'Arena Adidas qui ouvre ses portes ce week-end. Le Super Bowl, le jour où l'Amérique s'arrête, c'est ce week-end également. Tony Estanguet dans la tourmente et notre ami Franck Tapiro qui a plein de choses à raconter sur son ami Anne Hidalgo. C'est le seul, l'unique. L'Adidas Arena, le seul équipement construit à Paris pour les Jeux Olympiques, ouvre ses portes ce week-end. Et c'est vous, David Kahn, qui inaugurez le complexe avec votre club, le Paris Basketball, qui reçoit Saint-Quentin en Pro A. Alors, ému, fier ou nerveux? Très fier. Très fier. Very proud of everybody who was part of this project. That includes the city of Paris, the Mairie de Paris, the Bouygues Construction, the Paris Entertainment Company, which will manage the arena, but most important of all, the staff, the personnel of Paris Basketball. Everybody at Paris Basketball has been working very hard on this for many years, not just a few weeks, but many years. Aujourd'hui, c'est un petit Bercy. Combien de spectateurs allez-vous pouvoir accueillir dans cette enceinte? It will be Mayor de Bercy, and here is why. It is plus intimate, more intimate than Bercy. It has more character than I should say a core arena. It just feels more inviting. I like a core arena, but I think a core arena is very big, très grand. This arena, c'est parfait pour les spectateurs. There is not one bad seat. No matter where you sit, you will feel right on top of the basketball court. Qu'est-ce que ça va changer pour votre club, cet Adidas Arena? C'est énorme. Énorme, beyond énorme. We needed this to become a real club that has a future. There is only, in America, the term we use is low ceiling. At Hall Carpentier, our current home, we had a very low ceiling. Now, we are moving into a new arena, more seats, more opportunities for our spectators and supporters with VIP hospitality. There are real buvettes. Our current buvette at Carpentier is a table on top. Now, finalement, there is opportunity to have a real sports business. Le naming, Adidas a payé un peu plus de 2,5 millions d'euros et verse 260 000 euros de redevances annuelles. Oui. Le Paris Basketball a-t-il le droit de jouer en Nike ou en Reebok? Well, we did a deal with Adidas before the naming rights deal. So there are two contrats. There is the contract between the arena management company, Paris Entertainment Company, and Adidas. But before that, there was a contract, a partnership between Adidas and Paris Basketball. So we are very proud, very happy to have Adidas as a team partner in addition to the naming rights. Paris Basketball est un club qui aujourd'hui figure parmi les premiers au classement, mais est-ce suffisant pour être profitable pour l'entrepreneur que vous êtes? Nous espérons. We hope. We have invested, or you could say even lost, a lot of money preparing for this day. Now comes the moment where we need to prove that this is a real business, break even, where our revenue, tickets, partnership, merchandise, buvette, food and beverage, equal our expenses. Dans combien de temps ou en combien de temps imaginez-vous combler le retard
que le Paris Basketball, qui a fait un travail déjà formidable, mettra pour se rapprocher du Paris Saint-Germain, qui est le grand club de la capitale? Well, c'est l'objectif à devenir le 12e club de Paris, des Grands Paris, le 12e. Paris Saint-Germain is here. We want Paris basketball to come in the middle, to be the second club of Paris. So when you think of Paris and sports and its professional clubs, you don't just think about Paris Saint-Germain, you also think about Paris basketball. That's so important. And it's also very relevant. Football, basketball, are the only two really global team sports. So it makes some sense to have a basketball club that is the second club of Paris. David Kahn, qu'est-ce que vous êtes venu faire en France, vous qui êtes un enfant de l'Amérique, qui connaissez par cœur les arcanes de la NBA, vous étiez l'un des dirigeants d'une franchise NBA. Qu'est-ce que vous êtes venu faire en France? Well, I came to Paris for the first time when I was 22, 22 on. I fell in love with all of Europe, but I especially fell in love with Paris. I personally think it's the world's greatest city. There is no city like Paris. And I was thinking in 2016, why does Paris not have a basketball club? And why do they not have an arena? So I went online, started doing some research, and I saw, because of the Olympic bid, there were plans to build an arena. And so I flew over here many times, started taking meetings. One thing led to another. It took 18 mois, 18 months, to put the deal together. But it seemed to me, and my partner, Eric Schwartz, who's been an incredibly helpful partner in so many ways, he's the principal owner of the club, that we think that we are creating something of value for everybody, not just for us, for especially in Paris, what we consider to be an underserved community. If you come to our matches even today, it's black and white, young and old, a lot of families, a lot of kids. It is serving Grand Paris, all of Grand Paris. And so I think that we have a chance now with the new arena to build a real business and to prove that a basketball club in Paris can reach very high levels. Paris pourra jouer un jour dans une ligue ouverte à l'Europe. Having the NBA involved in a greater way would help everybody, all of us in Europe. But we are not planning on it. It's not part of our plan and our long-term plan. Our plan is now to build the club step by step now in the new arena, just as we did step by step before the new arena. We did this in a very, I think, smart way. We didn't try to just throw money at the club. We were very careful in the early years. And I think that we have earned where we have arrived step by step and fan by fan. David Kahn, merci. Merci. Il y a un autre événement déterminant dans le sport cette semaine, c'est le Super Bowl et David va rester avec nous pour nous en parler. C'est le jour où l'Amérique se met hors service, injoignable, déconnecté, rivé sur leur télé pour regarder le Super Bowl. Et ce jour, c'est dimanche. Bonjour Pierre-Yves Dugas, vous êtes notre correspondant aux États-Unis. Racontez-nous cette folie Super Bowl qui est bien plus qu'une compétition sportive. Ah ouais, le jour du Super Bowl, c'est le jour d'une grande messe œcuménique où l'Amérique se retrouve. Cette Amérique dont on dit souvent qu'elle est polarisée, qu'elle est déchirée culturellement. Il reste au moins un grand événement, le Super Bowl, qui rassemble les amis, les familles, toutes les générations, tous les milieux sociaux professionnels
autour de la télévision. Ça commence dès le dimanche après-midi et ça dure jusqu'après la fin de la compétition, après 22 heures. On attend encore au moins 110 millions de téléspectateurs et d'internautes pour regarder cet événement qui sera diffusé cette année sur la chaîne CBS. Le record absolu de l'audience avait été atteint l'an dernier sur Fox avec un petit peu plus de 115 millions de téléspectateurs. Dans une circonstance où le paysage audiovisuel est extrêmement fracturé, en particulier aux États-Unis avec l'avènement des plateformes de vidéo à la demande, le grand rendez-vous de la télévision traditionnelle demeure et plus populaire que jamais avec le Super Bowl, ce qui est une très bonne affaire pour celui qui a acheté les droits, en l'occurrence CBS cette année, très bonne affaire aussi probablement pour les publicitaires, puisque le spot de publicité cette année, pour 30 secondes de message, vaut 7 millions de dollars. Ça nous fait un peu plus de 233 000 dollars par seconde de publicité. Et il y a de la place pour quelque chose comme 70 spots publicitaires au cours de cette rencontre qui, ah oui, petit détail, va opposer Kansas City à San Francisco. Oui, alors c'est pas un petit détail. Je m'adresse à la fois à l'Américain que vous êtes, même si vous officiez bien entendu dans le basket, on ne peut pas être insensible au Super Bowl. Well, the Super Bowl, I'll echo what has just been said. The National Football League, not just the Super Bowl, the National Football League is so dominant in American sports. I don't think people in France or in Europe understand how dominant. Last year, of the 100 highest rated television shows in America, 93, 83 were NFL football games. 7 weren't. Think about that. Think about its hold on American culture and society. So this is just not one day of the year. This is the biggest day, but the NFL is king. And, je reparle en français. Hein. Est-ce que justement, pour vous, le succès de ce Super Bowl profite non seulement évidemment au football américain, mais à tous les sports US? Well, it's a national holiday. Exactly. They're literally, if you were to be in America and look outside, everybody will not want to miss it. They have done just a magnificent job of building the brand of the Super Bowl. The halftime show, forget about the game. You know, you'll have people talking about the halftime show for the last 3 months. So it's really spectacular what they've done. On va voir une infographie sur les chiffres clés du Super Bowl et on va découvrir à quel point c'est un énorme business, Franck. Oui, quand on voit le prix de 30 secondes de spot de pub, 7 millions de dollars. Alors, pour vous donner un équivalent, 7 millions de dollars, c'est parfois en France ou en Europe le budget global publicitaire d'une marque globale, c'est-à-dire à la fois pour payer les honoraires de l'agence, pour payer le coût de production, pour payer l'achat d'espace, pendant toute une année. Et là, en 30 secondes, on le crame, mais c'est normal. On parle de la plus grande audience de l'année dans le monde entier. On parle à parfois plus de 100, 111, 110, 112 millions de personnes. Donc c'est logique que ça coûte ce prix-là. D'ailleurs, on va en voir une. On va voir une de ces pubs qui sera jouée à la mi-temps du Super Bowl et qui vaut 7 millions de dollars. So David and I are going to be in a little commercial. Be honest. I am. Honest. Okay, it's a big commercial. Tell them what it's during. David, I'm trying. No, tell them what it's during. Okay, it's during the big baseball game. Super big baseball game. Oh, was it the hockey ball? Hockey ball. Oh, and tell them about Jessica Aniston. Jessica Aniston is going to be in it too. Thank you. We love Jessica. We love Jessica. Bon, cette publicité magnifique, avec quand même 2 Britanniques qui font la promotion du plus grand événement américain. C'est une victoire pour vous. Well, but there's a Netflix series right now on David Beckham. Exactly. So Uber Eats very smartly, knowing that many people have watched it, chose them. But just to show you what it's like in America, the next day, everybody will rate the advertisements on every show in the morning. On every morning show, they will show
the best advertisements, and they will give them grades. A, B, C, D. You know, like a school kid. This is, it's hard to describe to people in Europe the kind of enormousness, the enorme of this day. Est-ce qu'au basket, il existe aussi ce genre de folie sur le dernier match de l'année? On sait quand même que le dernier match de l'année au basket provoque aussi ce genre de choses, mais c'est pas la même chose culturellement? It's not the same for a couple of reasons. One, the NFL owns Sunday, just like European football. So, tout le dimanche, football, although now it's also Monday night and Thursday night. The other thing is it's violent. Americans like violence, and it's got a lot of violence in it. And then finally, it's just perfect programming. It's 3 hours, not too long, not too short. But I really do believe, I'll come back to dimanche, it's a Sunday, and that's very important in America when people are at home. Thanks God it's Sunday. Quel est le prix le moins cher pour une place dimanche à Las Vegas? I think that right now, I said to many people before that it would be the très cher, the most expensive ticket ever, and it is. But it's also because it's Las Vegas. Yeah. Many Americans think of Las Vegas as a great place to watch a sporting event. And so I cannot afford to be there. It's beyond... Une idée? It's beyond? It's beyond my... I would rather watch it on television also because I want to see everything. Moi j'ai dit, je sais pas, la première place elle est peut-être à 15-20 000 dollars. Non, Plus? moins. Ah, moins. Alors 4 000? 8 000 dollars. 8 000. Ah bon, d'accord. 8 000 dollars. Et la plus chère, je dirais jusqu'à au moins 100 000. Non, la place, la 8 000 dollars, et la plus chère en unique, Ouais. c'est 52 000 dollars. Ah oui, mais en revente derrière. Oui, Voilà. c'est 50 000 dollars. Ah ben voilà, mais c'est pas aussi extrême que je le pensais. Est-ce C'est que cher. Pierre-Yves Dugas est encore avec nous? Je suis là. Pierre-Yves, juste d'un point de vue purement sportif, quels sont les pronostics? Qui est favori? Les 49ers, a priori, sont un petit peu avantagés, en tout cas si l'on en juge par leur cote auprès des bookmakers, puisque cet événement qui, lieu bien choisi, se déroule à Las Vegas, va faire l'objet du plus grand volume de paris jamais observé, même pour la NFL. Un adulte américain sur 4, ça fait 68 millions de personnes, va placer un pari sur le Super Bowl cette année. L'an dernier, ce total faisait 16 milliards de dollars. On va dépasser 23 milliards de dollars cette année. Et la cote de succès probable des 49ers est légèrement supérieure. Il y a plusieurs moyens de parier. Ça me dépasse largement parce que je ne suis pas un parieur. On peut parier sur l'issue du match, mais on peut parier aussi sur l'écart de points entre les deux équipes. Ce sont des pros qui organisent tout ça plus que jamais à Las Vegas. Encore donc un record qui sera battu, ne serait-ce qu'avant même le coup de sifflet du match, on sait qu'au niveau des paris, le record sera battu. Et d'un mot, Pierre-Yves, j'ai vu qu'il y avait aussi un petit début de polémique avec, au-delà de la dimension sportive, une dimension politique, parce que Trump s'est invité dans le Super Bowl. Trump s'invite partout. Trump ne veut pas que Taylor Swift, qui pourrait faire une apparition, bien qu'elle soit en ce moment quelque part entre Tokyo et Melbourne, pour venir saluer son amoureux, qui est un des meilleurs joueurs de l'équipe des Kansas City Chiefs, qui est monsieur Travis Kelce, et Taylor Swift, qui est la chanteuse la plus populaire de très loin aux États-Unis, est une pro-démocrate qui a déjà dans le passé appelé à voter Biden, et il y a toute cette conspiration selon laquelle il y a un complot Taylor Swift, NFL, pour aider Joe Biden. Donc, évidemment, Donald Trump tient à être là. Il a l'argent pour le faire. Être au Super Bowl, c'est considéré culturellement comme un événement qui vous marque pour toute votre existence. C'est pas simplement un endroit où on veut être pour voir un beau match, c'est aussi un endroit où on veut être pour se faire voir et pour rencontrer d'autres célébrités de tous les milieux, des milieux de la finance, par exemple. On a un billet pour le Super Bowl, c'est le couronnement d'une carrière. Merci Pierre-Yves Dugas, merci pour cette précieuse analyse. David, merci beaucoup. Merci. Et puis on croise les doigts pour cette Adidas Arena et on sera là dimanche. Merci.
Polémique autour de la rémunération de Tony Estanguet, le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024. On vient d'apprendre qu'une enquête était lancée par le parquet financier. Pauline Gratel, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement ? Alors, tout d'abord, on lui reproche le montant de sa rémunération annuelle. Jusqu'en 2020, Tony Estanguet a perçu 270 000 euros bruts par an. Ce sont les chiffres que le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le COJOP, a rendu public en 2018. Ce montant a été décidé sur proposition d'un comité des rémunérations composé d'experts indépendants chargés de s'assurer de la pertinence de la politique de rémunération, explique le comité. Mais où est le problème alors ? Alors, le problème, c'est que le COJOP est une association de type loi 1901. Donc, en principe, la rémunération de ses dirigeants est plafonnée et vous imaginez bien que le montant autorisé est bien inférieur. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce qui pose également problème, ce sont les modalités de règlement de cette rémunération. Selon le Canard enchaîné, Tony Estanguet aurait créé une société qui facture des prestations non commerciales au COJOP dont il est le président. Ce qui pose une question sur le contrôle de la réalité et la qualité des prestations effectuées par la société d'Estanguet, écrivait le journal en octobre dernier. Ça avait d'ailleurs déjà interpellé en 2021 l'agence française anticorruption qui a souligné dans 2 rapports des risques d'atteinte à la probité et de conflit d'intérêts dans l'organisation des Jeux. Et que répond dans ce cas-là le COJOP ? Alors le COJOP il répond qu'il est étonné par l'ouverture de l'enquête et que le plafonnement de la rémunération des dirigeants d'associations ne s'applique pas dans son cas. Le COJOP explique au journal Le Monde que le comité poursuit un but d'intérêt général mais n'a pas une gestion désintéressée au sens fiscal du terme, notamment parce qu'elle est financée en quasi-totalité par des revenus commerciaux. À l'inverse, des associations non lucratives pour lesquelles la rémunération des dirigeants est soumise à un plafond. Paris 2024 est par exemple assujetti à la TVA dans les conditions de droit commun, ajoute-t-il. Et le caractère lucratif de son activité lié à ses recettes commerciales, les partenariats, la billetterie, les droits télé, lui a été confirmé par rescrit fiscal. Il assure également que le montant des factures émises par la société de Tony Estanguet fait l'objet d'un audit annuel dans un souci de transparence. Bref, que tout ça est clean. Et quelles vont être les conséquences de cette affaire ? Alors, c'est difficile à dire. L'enquête a été confiée à la brigade de répression de la délinquance économique au sein de la police judiciaire parisienne et ça va sans doute prendre un certain temps. Mais quoi qu'il en soit, ça va jeter encore un peu plus de discrédit sur l'organisation des JO qui, comme le rappelle Le Parisien, fait déjà l'objet de 3 autres enquêtes financières distinctes, notamment pour des soupçons de favoritisme et de détournement de fonds publics lors de l'attribution des marchés. Pauline Gratel, c'était clair. Merci. Merci beaucoup. Merci Pauline. Cette semaine, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a eu une nouvelle idée. Anne Hidalgo est un être paradoxal, capable du meilleur comme du pire. Tantôt Notre-Dame de Paris, et dès le lendemain, notre drame de Paris. Capable de nommer citoyens d'honneur de la ville les victimes françaises du Hamas, et le lendemain, prenant une décision totalement hallucinante, qui est d'empêcher les automobilistes de s'approcher, je le dis en respirant, de ma Tour Eiffel. Je dis ma Tour Eiffel parce que j'ai eu la chance de naître devant cette merveille, cette splendeur, ce phare, cette icône, cette référence mondiale, qui est non seulement le monument le plus visité au monde, mais surtout le plus adoré de tous. Pourquoi ? Parce qu'il fascine le monde entier. Cet amas de fer et de ferraille qui s'élève vers le ciel est un phare pour non seulement Paris, mais pour le monde entier. Et aujourd'hui, on voudrait nous éloigner de cette tour, en prétextant bien entendu, encore une fois, qu'il faut reboiser, refleurir, c'est très bien, mais on peut reboiser, refleurir, sans empêcher les voitures électriques, par exemple demain, ou les scooters électriques, de s'approcher de cette attraction universelle. Pourquoi ? Quand on est en voiture à Paris, plus on s'approche de la Tour Eiffel, plus on retombe en enfance. Nous redevenons tous des enfants. Donc de grâce, Madame Hidalgo, qui parfois, j'ai plutôt tendance à l'appeler Madame Hidalgauche, tant elle est gauche et maladroite, laissez-nous notre Tour Eiffel tranquille, laissez-nous rêver, reboisez si vous le voulez, remettez des fleurs, empêchez certaines voitures polluantes de s'en approcher, mais de grâce, laissez-nous aller vers ce phare, vers cet aimant qui nous fait encore plus aimer Paris et la ville. Donc s'il vous plaît, pas de mesures suicidaires contre la Tour Eiffel et laissez-nous vivre Paris tranquille.
On clôt cette édition par le Ninja. Franck, qui se cache derrière le Ninja qui promeut une chaussure de sport, une chaussure à crampons, la Predator 24? Alors, au début, je me suis dit, c'est un grand joueur de foot, ou alors peut-être un rappeur, un chanteur, un musicien, mais vu comme il danse avec les pouces comme ça, franchement, je vois pas. Réponse en image. Fine. I will return goals to the beautiful game. But this spread, only for the special ones. Non, mais ça me surprend pas. Seul Mourinho, que j'adore, qui est pour moi une idole, foot et en dehors du foot, qui est un comédien, qui est un type incroyable, qui a une légende, pouvait faire ce genre de choses. C'est vrai que je m'y attendais pas du tout. Et ça, c'est Mourinho. Il est toujours là où on l'attend pas. Il fait toujours ce que les autres ne font pas. Et voilà, seul lui pouvait le faire. Donc, à vie, ce sera le Ninja Predator. Quelle est la contribution, là je m'adresse aux publicitaires, d'une campagne menée par Adidas pour vendre des chaussures à crampons? En fait, ce type de campagne. Alors, ce type de campagne, vous savez, en plus, ils ont utilisé pas mal d'autres stars pour les Preds. Le Preds, c'est le nickname, comme on dit, le petit nom des Predators. C'est vrai que c'est très important de s'appuyer toujours sur les figures d'autorité. Et Dieu sait si. Alors là, c'est pas un joueur, c'est un entraîneur. C'est là qu'il y a une fausse piste. En général, on prend des grands joueurs. Pourquoi? Pour expliquer que ils jouent. C'est tout con. Ils jouent avec. Et faites comme moi, jouez avec ces chaussures-là. Là, on a un entraîneur, on a un coach. C'est beaucoup plus malin, je trouve, parce que c'est comme si le coach conseillait de porter ses chaussures à tout son vestiaire. Donc quelque part, avec un seul gars, un entraîneur, vous avez tout le vestiaire. Je trouve que là, Adidas, ils ont vraiment innové. Merci Franck, merci pour cette Pierre. vidéo. Vous n'étiez pas trop triste de ne pas avoir votre vis-à-vis face à vous cette semaine? Écoutez, Mickaël a le droit de prendre des vacances. Je lui souhaite encore une bonne fin de vacances, mais on se retrouve, vous en faites pas, sur le ring très rapidement. Fin de cette édition, à très vite sur Smart Sport et tout de suite la suite des programmes sur Bismart.